Les accusations faites par l'ambassadeur turc sont erronées et n'ont aucune base, ont répliqué ce jour les responsables auprès du Collège de la Lumière internationale, qui prévoit de porter cette affaire devant la justice. Un établissement qui appartiendrait à une organisation terroriste, a affirmé récemment ce diplomate. Les responsables donnent 48 heures à ce dernier pour présenter toutes les preuves justifiant ses propos. Le FMI prévoit de débloquer un financement d'un montant de 45 millions de dollars en faveur de Madagascar. Ce financement constitue la première tranche du prêt d'un montant de 304,7 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit. Un prêt dont les modalités de remboursement n'ont pas été précisées. Des milliers de personnes étaient rassemblées en début d'après-midi à la cathédrale de Rouen pour assister aux obsèques du père Jacques Hamel, une semaine après son assassinat dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, les accusations faites par l'ambassadeur turc sont erronées et n'ont aucune base. Ont répliqué ce jour les responsables auprès du Collège de la Lumière internationale qui prévoit de porter cette affaire devant la justice. Un établissement appartiendrait à une organisation terroriste, a affirmé récemment ce diplomate. Les responsables de cet établissement donnent 48 heures à ce dernier pour présenter toutes les preuves justifiant ces propos. Les parents d'élèves sont aussi choqués par ces affirmations. Reportage. Les réactions du collège La Lumière internationale ne se sont pas fait attendre après les récentes révélations de l'ambassadeur de Turquie à Madagascar selon lesquelles cette école appartiendrait à une organisation terroriste. Ces déclarations ne sont pas fondées selon les responsables de cet établissement qui envisagent de porter l'affaire devant la justice. Le collège international sont des hommes d'affaires qui ont créé l'école en 2002. Donc les accusations qui ont été faites précédemment par l'ambassadeur sont totalement erronées et n'ont aucune base. Les déclarations de l'ambassadeur de Turquie ont surpris aussi bien les responsables de cette école, les parents d'élèves, les élèves et le voisinage. Selon ce père de famille qui a 2 enfants scolarisés dans cette école, cet établissement a établi un véritable partenariat avec les parents. À l'instar des autres parents, il fait confiance à l'éducation dispensée dans cette école. Ainsi, il a été choqué par les déclarations faites par l'ambassadeur turc. Si je ris aujourd'hui, c'est parce que j'étais hier en colère, j'ai dû rester changé en étant très en colère sur Facebook. Et en fait, je disais tout à l'heure à un des parents d'élèves qu'il valait mieux en rire parce que c'est vraiment une accusation totalement ridicule. Enfin, est aux ordres du président turc qui aujourd'hui cherche à asseoir sa suprématie dictatoriale, il me semble, et je n'ai pas peur de le dire. Ce qui n'a pas été dit jusque-là, je le pense, et que j'ai toujours dit ce que je pensais, même des fois un peu exagérément, je le prétends, et aujourd'hui, cet ambassadeur n'a rien à faire sur un sol de tolérance comme le sol malgache qui est le nôtre. L'État malagasy ne s'est pas encore prononcé sur cette affaire. Rappelons que les déclarations de l'ambassadeur de Turquie interviennent quelques jours après le coup d'État avorté en Turquie et qui a fait près de 250 morts. Toujours dans cette page politique, le chef de l'État continue de faire la sourde oreille. La lettre envoyée par les journalistes, membres du mouvement pour la liberté d'expression au président de la République, demandant la tenue d'une table ronde autour du code de la communication afin de trouver un compromis et rester sans réponse. Selon Fecha Rakunjasu, l'exécutif ne manifeste aucune volonté d'engager des discussions autour de cette loi.
Une loi qui a été transmise à la HCC vendredi dernier pour contrôle de constitutionnalité. Les journalistes membres de ce mouvement interpellent ainsi cette juridiction pour qu'elle se penche sur tous les articles de cette loi Andi-Ansat, violant la Constitution ou qui vont à l'encontre de cette loi fondamentale. Selon eux, les dispositions liberticides du Code de la communication fraîchement adoptées par le Parlement sont clairement contraires aux articles 10 et 11 de la loi fondamentale qui garantissent les libertés d'expression et de la presse. Ainsi, les journalistes prévoient d'organiser un sit-in devant la HCC demain. Toujours dans ce contexte, les simples citoyens constatent le non-respect de certaines dispositions de la Constitution. Le pays évolue dans un contexte d'insécurité, de contestation et de grève syndicale et l'État est incapable de répondre aux besoins de première nécessité de la population selon le groupe des experts nationaux ou GEN. D'après ce dernier, on assiste actuellement à une administration incompétente, à un système judiciaire non crédible, à des forces de sécurité inopérantes, à des intellectuels marginalisés et passifs et à une société civile infiltrée par des politiciens. Face à ce constat, le GEN propose entre autres une initiative basée sur une concertation citoyenne tenant compte de toutes les résolutions prises lors des concertations régionales et nationales de 1991 à ce jour, c'est-à-dire les conférences nationales, les assises nationales ou encore le Dinkinsatach. Explication. Un préalable conditionne le dynamisme de cette initiative, la volonté de toutes les parties prenantes, société politique, société civile, médias, administration, toutes les institutions, les églises, le secteur privé, le secteur étatique, etc. De s'examiner, de se mettre en question, de reconnaître leurs erreurs et de reconsidérer les transformations opérées en vue de redressement du pays. Il s'agira d'un processus inclusif, participatif et transparent, devant aboutir à des résolutions pragmatiques et concrètes concernant tous les secteurs politiques, social, économique et culturel. Le GEN lance un appel aux différentes composantes de la nation pour s'unir à cette initiative. Page économie. Maintenant, le FMI prévoit de débloquer un financement d'un montant de 45 millions de dollars en faveur de Madagascar. Ce financement constitue la première tranche du prêt d'un montant de 304,7 millions de dollars au titre de facilité élargie de crédit, un prêt dont les modalités de remboursement n'ont pas été précisées. Reportage. Après 2 ans et demi de négociations, le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver un prêt d'un montant de 304,7 millions de dollars en faveur de Madagascar au titre de la facilité élargie de crédit. Les dirigeants jubilent déjà alors que le déblocage de ce financement se fera en 7 tranches. Le décaissement de la première tranche, d'un montant de 45 millions de dollars, se fera dans les prochains jours. Le reste dépendra de la réalisation de revues semestrielles. La gestion de ce financement va-t-elle se faire dans la transparence ? Ce que l'on sait pour l'heure, c'est que ce prêt servira, entre autres, à construire des infrastructures, à élargir l'accès à l'éducation et aux soins de santé et à améliorer l'accès à l'eau potable. Les responsables étatiques n'ont pas précisé le mode de remboursement, ni la durée de remboursement, encore moins le montant que l'État malagasy doit rembourser au FMI. Cette absence de transparence a pourtant déjà anéanti la confiance des citoyens envers les dirigeants. Ce prêt ayant été contracté au nom du peuple malagasy, ce dernier devrait connaître son utilisation et les dirigeants doivent lui être redevables. Par ailleurs, le FMI, bien qu'ayant accepté le décaissement de cette première tranche, s'attend à des avancées dans les domaines de la lutte contre la corruption et l'instauration de la bonne gouvernance à Madagascar. Le Fonds monétaire international n'est pas exempt, a satisfait de la gestion de la société Jirama, a fait savoir le représentant du FMI dans une interview accordée à un quotidien de la capitale. Une situation qui rend difficile le redressement de cette société. Il a notamment dénoncé les appels d'offres restreints relatifs à l'approvisionnement en carburant et à la location de groupes électrogènes.
Également, dans l'actualité, 2 enfants ont péri dans un incendie survenu hier soir à Fénérivest et 30 familles se retrouvent sans abri. Ce n'est pas la première fois qu'un tel sinistre se produit dans cette localité. Rien que cette année, 5 incendies ont été recensés dans cette ville de la région de Nalandsruf. Michel Arnarzon. Un violent incendie s'est déclaré hier soir à Fénérivest. 23 maisons ont été la proie des flammes, 2 enfants ont péri dans cet incendie et 250 personnes se retrouvent sans abri. Hier soir, vers 19h, un incendie a ravagé plusieurs maisons dans le quartier de Fénoirivdoani. 250 personnes sont sinistrées. Cet incendie a coûté la vie à un enfant de 4 ans et un bébé de 8 mois. Il s'agit du 5e incendie survenu à Fénérivest depuis le début de l'année. Selon le député élu dans cette localité, les matériels pour faire face aux incendies font défaut. Voilà pourquoi le feu a été difficilement maîtrisé. Cet élu lance ainsi un appel pour que ce district bénéficie d'un véhicule de pompiers. Les causes de l'incendie ne sont pas pour l'heure définies. Une enquête a été ouverte. Et puis l'actualité à l'étranger, des milliers de personnes étaient rassemblées en début d'après-midi à la cathédrale de Rouen pour assister aux obsèques du père Jacques Hamel, une semaine après son assassinat dans son église de Saint-Étienne du Rouvray. Regardez. Ces fidèles massés derrière des barrières ont patienté des heures sous la pluie pour assister aux obsèques du père Hamel, assassiné par 2 djihadistes il y a une semaine. Des obsèques placées sous très haute surveillance, de nombreux CRS ont été déployés autour de la cathédrale de Rouen. Après avoir été fouillés, 2000 personnes, parmi lesquelles quelques orthodoxes et musulmans, ont pu pénétrer dans l'église. D'autres suivront la cérémonie dehors sur un écran géant. Commence alors une longue procession de prêtres en aube blanche dont l'étole violette symbolise le deuil. Le cercueil du père Hamel est déposé à même le sol, en signe de simplicité, devant Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, qui célèbre la messe. L'un des prêtres prend alors la parole pour rendre hommage à son confrère. Oui, c'était un homme profondément bon, souriant, humble et discret, attaché à sa famille, proche des gens. Devant une assemblée recueillie qui compte le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et l'ancien ministre Laurent Fabius, l'archevêque de Rouen reprend l'évangile de Matthieu, du discours sur la montagne. Nous recevons ainsi la parole de Jésus, qui peut sembler au-delà de nos forces aujourd'hui. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Jacques Hamel a été tué à l'arme blanche le 26 juillet dernier dans sa paroisse de Saint-Étienne du Rouvray par 2 hommes se réclamant du groupe État islamique. Tous 2 ont été abattus par la police. Le prêtre, qui était âgé de 85 ans, sera enterré dans la plus stricte intimité, dans un lieu tenu secret. Et enfin, le Conseil national électoral du Venezuela a validé lundi une étape supplémentaire du processus nécessaire à l'organisation du référendum anti-Maduro. L'opposition doit désormais récolter 4 millions de signatures pour convoquer le scrutin. France 24. La Commission nationale électorale avait reporté sa décision, mais elle s'est enfin prononcée. Elle valide la première phase du processus qui mène au référendum révocatoire de Nicolás Maduro. Les 24 États ont atteint le pourcentage requis de 1% de voix valides. C'est donc une victoire pour l'opposition, même si la route est encore longue jusqu'au référendum. Aucune date n'a été donnée pour la prochaine phase du processus, qui devra déterminer si l'opposition a bien rassemblé les signatures de 20% des électeurs en faveur du vote. La course contre la montre est lancée. Si le référendum ne se tenait pas avant le 10 janvier prochain, il n'y aura pas de nouvelles élections. À partir de cette date, si Nicolás Maduro était révoqué, c'est son vice-président qui serait appelé au pouvoir pour achever son mandat sans passer par les urnes. Difficulté supplémentaire, la commission électorale a promis une enquête sur les allégations de fraude, une demande récurrente du gouvernement. Le référendum révocatoire est légalement mort, parce que rien ne peut être construit sur une base qui est profondément frauduleuse. Certaines empreintes digitales ne correspondent pas aux identités sur les registres. Certaines empreintes ont été prises dans plusieurs centres. Le ministère public est chargé d'enquêter.
La Cour suprême a réagi à la décision de la commission électorale. Elle a déclaré que tant que les 3 parlementaires suspendus en janvier continueraient de siéger, toutes les activités de l'opposition seraient considérées comme nulles. Depuis décembre 2015, le Parlement vénézuélien est contrôlé par l'opposition qui reproche au président le délabrement économique du pays. La chute du prix du pétrole a provoqué la pénurie de nombreux produits de première nécessité. Avant de clore ce journal, un bref rappel des titres. Les accusations faites par l'ambassadeur turc sont erronées et n'ont aucune base. Ont répliqué ce jour les responsables auprès du Collège de la Lumière internationale qui prévoit de porter cette affaire devant la justice. Un établissement qui appartiendrait à une organisation terroriste, a affirmé récemment ce diplomate. Les responsables de cet établissement donnent 48 heures à ce dernier pour présenter toutes les preuves les justifiant ces propos. Et puis, le FMI prévoit de débloquer un financement d'un montant de 45 millions de dollars en faveur de Madagascar. Ce financement constitue la première tranche du prêt d'un montant de 304,7 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit, un prêt dont les modalités de remboursement n'ont pas été précisées. Et puis enfin, des milliers de personnes étaient rassemblées en début d'après-midi à la cathédrale de Rouen pour assister aux obsèques du père Jacques Hamel, une semaine après son assassinat dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.